à tous et bienvenue dans Bein eSport, votre rendez-vous consacré à l'actualité du jeu vidéo compétitif. Comme d'habitude, très contente de vous retrouver et très contente de te retrouver aussi, Twix. Comment ça va? Bien, tout pareillement, la pression est bien moindre maintenant que tu es là pour mener la baraque, donc s'il te plaît, ne repars plus. Re-bienvenue, Queen Bubu. Ouais, il me manquait mon duo, je suis très contente de te retrouver. Je reviens de Berlin, comme vous l'aviez compris. On parlera du championnat européen de League of Legends un petit peu plus tard, mais avant ça, on se concentre sur notre invité, véritable figure du CS français. KRL sera avec nous, mais on en parle juste après le sommaire. Et on va parler de la Call of Duty League, puisqu'elle a bel et bien repris sur le dernier opus de la licence. Le mode de jeu Warzone semble toujours susciter l'intérêt de beaucoup de joueurs ainsi que de spectateurs. Activision pourrait-il en faire son circuit e-sport principal? Le casse-tête du phénomène Warzone, c'est notre dossier de la semaine. On vous le disait, Sébastien Pérez, alias KRL, sera en duplex avec nous pour nous parler de sa nouvelle aventure avec son projet d'équipe sur CSGO, Gen 1. Mais on reviendra aussi avec lui sur l'état de la scène compétitive française. Et bien sûr, retour sur la finale historique du championnat d'Europe de League of Legends entre les Mad Lions et les Rogues d'Ansama. On en parle dans nos News eSport spécial finale du LEC. Bein eSport, saison 5, émission 24. Merci Monsieur Livre, on t'embrasse bien sûr. Ouais, merci beaucoup Steven pour une finale anthologique vraiment pour l'Europe. On en parlera un petit peu plus tard, cette finale qui opposait Mad Lions aux Rogues dans la finale du championnat européen de League of Legends. Mais avant ça, on accueille notre invité qui est avec nous, KRL. Première fois que tu viens dans l'émission, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci et vous? Ça va super. On est ébloui par tant de soleil, ça fait plaisir à voir. Ouais, ça fait plaisir, il a l'air de faire beau. J'ai un très beau soleil. Bon, on va parler de ton projet, mais avant ça, petit retour sur ta carrière et sur qui tu es quand même, parce que bon, tu as joué, tu as coach, tu stream, tu fais énormément de choses. Tu es présent sur la scène CS depuis une quinzaine d'années quand même. Tu as accompagné les plus grandes stars françaises, j'ai envie de dire. On parle de NBK, RPK, Shox, Apex, toute cette génération dorée du CS français, si je peux dire. Comment est-ce que tu expliques que ces joueurs-là performent toujours à haut niveau aujourd'hui? De 2008 à 2014, la génération française a été très forte et on a pris énormément d'avance, je pense, sur plein d'aspects du jeu. Et du coup, quand tu as de l'avance, forcément, tu perdures plus que d'autres. C'est fou. T'as l'impression d'avoir accompagné vraiment une génération dorée comme ça, comme on en verra rarement sur le CS français? J'espère qu'on en reverra beaucoup et surtout très bientôt. Ouais, écoute, très bientôt. En tout cas, c'est en route, bien sûr. Mais il y a ce petit paradoxe, parce que bien sûr, pendant longtemps, tous ces joueurs extrêmement talentueux, qui le sont encore aujourd'hui, ont continué de se retrouver ensemble dans beaucoup de projets différents, nationaux, internationaux, et bien sûr avec de multiples titres. On a longtemps, bien sûr, entendu parler aussi d'un ralentissement, du renouvellement, bien sûr, de ce pool de talents de joueurs. Bon, bien sûr, le renouvellement aujourd'hui, il revient en force, bien sûr. On a un joueur absolument incroyable avec Ziwo, bien sûr, qui rafle tous les titres. Mais quelle est ton opinion un petit peu? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que enfin on a le renouvellement de la scène française et de joueurs français? Je n'ai pas envie d'être trop optimiste et dire enfin, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les années qui viennent. Mais c'est sûr je pense qu'il y a eu une grosse cassure quand CSGO a explosé. Il y a beaucoup de grosses écuries qui sont arrivées et ça a permis à beaucoup de joueurs d'évoluer très rapidement et d'avoir des super encadrements. Le problème, c'est que derrière en France, on a Vitality qui est arrivé sur CS il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans. Et derrière, à part LDLC, il n'y a pas beaucoup d'orgas françaises qui se mettent sur Counter-Strike. Et du coup, ça empêche. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la possibilité d'évoluer dans des cadres professionnels et de pouvoir se professionnaliser, et de pouvoir progresser, et de pouvoir surtout donner son temps plein à Counter-Strike. Comparé à d'autres pays, au Danemark, il y a une quinzaine d'équipes qui sont payées sur Counter-Strike, une quinzaine d'équipes danoises. Donc forcément, de ce côté-là, on a pris du retard. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de moins de joueurs qui ont explosé, parce que quand les jeunes ne sont pas accompagnés, c'est dur de faire son trou tout seul. En tout cas, toi, tu œuvres en ce sens peut-être pour pousser un petit peu la scène française avec ton projet d'ailleurs, Gen 1. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur la création du projet et sur l'équipe aussi? Ouais, le renouvellement, c'est le but principal de ce projet, de mettre en avant des jeunes joueurs qui n'ont pas la possibilité d'être mis en avant puisqu'on a très peu d'orgas en France. Et le projet, j'ai pris des joueurs de différents âges, mais qui restent quand même très jeunes.
Et surtout, il fallait, pour moi, le plus important, c'est d'avoir des profils assez différents, 2 joueurs très calmes, avec Electus, Flo et Netu Ryan, qui ont 15 ans et 19 ans. Wow. Deux pépites individuellement, c'est vraiment très 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 impressionnant. Donc avec de l'expérience, ça pourra faire très mal dans le futur. Ensuite de ça, on a Brooks. Brooks et Hugo, gros scoreur. Quoi qu'il arrive, il sera dans le haut du scoreboard. C'est ce genre de joueur qu'on a toujours besoin dans une équipe parce que c'est tout le temps présent individuellement. Après, évidemment, il a encore beaucoup de choses à travailler à côté. On a Gravity, c'est Philou, c'est notre co-lead. C'est un peu notre teigneux dans l'équipe. Beaucoup de coups de gueule. Et très important pour le groupe parce qu'il a une énergie de combattant. Et ça, c'est important dans une équipe. Il faut avoir un guerrier qui emmène les gars au combat. Et c'est un petit peu son rôle dans cette équipe. Et enfin, le plus âgé, notre capitaine, Alex Sax, sniper aussi, qui lui a un peu plus d'expérience que les autres. Mais pas grand-chose, et qui est un peu notre force tranquille, je dirais. Bien, et bien, un superbe mix de multigénérationnel, et justement, dans ce cadre-là, ça soulève une autre question, une autre interrogation plutôt. C'est un petit peu de quelle manière est-ce qu'on arrive à manager, surtout dans les conditions d'aujourd'hui, on arrive à manager des talents bruts qui sont extrêmement jeunes. Tu le disais justement, Netu, 15 ans. Comment est-ce qu'on arrive justement à insuffler quelque chose, à souffler, voilà, à renforcer la flamme? Bah écoutez, c'est un challenge justement parce que forcément j'ai pas le même âge qu'eux. Ryan, par exemple, j'ai 2 fois son âge. Donc justement, j'apprends aussi de mon côté à savoir gérer ces jeunes-là, comment leur parler. Mais en tout cas, j'essaie de transmettre ma passion et mon savoir. Je pense que c'est ce qui va le plus leur servir pour leurs prochaines années sur Counter-Strike. Je voudrais qu'on revienne sur la création vraiment du projet en soi. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé depuis longtemps, une idée que tu as eue comme ça? On peut revenir un petit peu sur la création du projet? Alors, ça faisait un moment que j'avais le projet en tête de monter mon équipe, mon académie et encadrer des jeunes. J'avais plein de choses écrites sur papier. Après, je suis pas quelqu'un qui prévoit énormément à l'avance. Un matin, je me suis levé, j'ai dit allez, aujourd'hui, c'est parti, on le fait. Et voilà, j'ai lancé le scouting des joueurs via mes réseaux Twitch, Twitter. Et voilà, j'ai testé une 50aine de joueurs, je pense, en l'espace d'une dizaine de jours. Et c'est ma communauté et moi qui avons choisi les joueurs et les profils qui nous ont intéressés. Voilà. Ben voilà, une très très belle inspiration en tout cas. Bon, bien sûr, tu t'es lancé. Est-ce que tu t'es lancé avec des ambitions? Quelles sont les ambitions, bien sûr, compétitives de ce projet? On a notamment vu, voilà, une de vos récentes qualifications qui a été très saluée sur les réseaux sociaux et sur les tirs en particulier. Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés ou simplement, voilà, on voit un petit peu où est-ce que ça mène et comment ça grandit? Bien sûr, quand on est un compétiteur, il faut se mettre des objectifs. Et mon équipe est faite pour faire de la compétition. Donc, bien sûr, le premier a été atteint. C'était de se qualifier dans la Ligue ESEA Main, celle d'au-dessus par rapport à nous. Ce qui est, pour vous situer, genre 3 ligues en dessous de l'ESL Pro League. Donc ça commence un petit peu à jouer. Il commence à y avoir des équipes qui s'entraînent tous les jours et qui se la donnent. Et donc ça commence à être intéressant. Donc oui, c'était notre premier objectif. Le deuxième, ce sera d'accéder aux playoffs de la saison prochaine. Je pense que c'est une équipe encore très jeune. Il nous faudra peut-être 1 ou 2 saisons pour passer ce palier-là. Ce serait un énorme exploit de se qualifier dans la ligue au-dessus une saison après. Et voilà, les objectifs, on les met petit à petit. Là, dans un premier temps, c'est une stabilité. Je veux que les joueurs jouent longtemps ensemble, au moins une année entière. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque terriblement sur toutes les équipes qui sont dans le T4, T5. C'est du temps ensemble. C'est vraiment du temps ensemble parce que dès qu'il y a un problème, vous savez, surtout à cet âge-là, on n'a pas trop envie de régler ces conflits. Dès qu'il y a un clash, on se dit ciao et voilà. Et le but, c'est de réussir à les maintenir ensemble. On a déjà eu quelques conflits dans l'équipe. Ça fait 3 mois et demi qu'on est ensemble. Donc forcément, il y a déjà eu des tensions quand il y a des contre-performances. Et voilà. J'essaye de leur apprendre à passer au-dessus de ça, à comprendre qu'est-ce qui va pas, pourquoi on se prend la tête et comment on peut régler ça.
Ouais, puis on peut vivre ça avec vous un petit peu. On le rappelle, avant de reprendre du service de ce côté-là, tu étais vraiment plus concentré sur le streaming. C'est un aspect qu'on retrouve un petit peu, je trouve, à travers ce projet, puisque tu diffuses les matchs avec l'équipe. On est même en vocal avec vous, avec les joueurs. Est-ce que tu veux continuer d'aller en ce sens, de donner un aspect un petit peu plus communautaire et immersif à Gen 1 ? Ouais, c'est vraiment un des projets qui me tient à cœur, parce que pour moi, c'est une équipe qui a été faite avec la communauté, et la communauté a envie de la suivre. Alors, si on monte plus haut, il y aura forcément des tournois qu'on ne pourra pas partager la communication, on ne pourra pas partager le flux sur Twitch. Ouais. Mais effectivement, c'est l'objectif, c'est de pouvoir partager ça avec notre communauté sur Twitch. Ben justement, on voit que cette tendance finalement d'équipe communautaire avec le lien avec le public qui se renforce véritablement, eh bien ça, voilà, il y en a plusieurs. Il y a notamment une sur League of Legends qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. C'est la Karmine Corp. Équipe du peuple. Équipe du peuple. Voilà, littéralement, c'est comme ça qu'elle s'est présentée. Est-ce qu'il y a une inspiration peut-être de ta part, ou est-ce que simplement vous avez eu, simplement vous avez conscience que les équipes d'aujourd'hui, les équipes 2021 et plus haut, eh bien, c'est comme ça qu'elles se construisent aujourd'hui sur la scène compétitive, qu'il s'agisse de CSGO ou qu'il s'agisse de League of Legends ou autre. Alors, je suis pas du tout League of Legends, mais effectivement, j'ai vu ce qu'a fait Kameto. Je trouve que c'est extraordinaire. Et quand je vois la passion, parce que de temps en temps, je jette un coup d'œil. Quand je vois la passion qu'il a avec son équipe, c'est effectivement, je m'y retrouve complètement. Et je pense que ce storytelling plaît énormément aux gens, de pouvoir suivre l'évolution d'une équipe, suivre les joueurs, apprendre à les connaître, et vraiment ce côté immersif dans la vie d'une équipe, ça plaît énormément. Ouais. Alors, en parallèle à ça, tu as aussi commencé à lancer des séries de tournois mensuels avec la Coupe. Pareil, c'est quelque chose que tu voudrais pouvoir maintenir et pousser un petit peu plus loin ? Alors, j'ai déjà poussé pas mal, parce que le dernier événement, on avait des immersions pareil sur le TeamSpeak des équipes, on avait la communication, et j'ai aussi le flux des caméras des joueurs. Donc, j'essaye de faire un tournoi, on va dire un tournoi amateur un peu à la façon pro, pour que les joueurs soient mis en avant, pour qu'on puisse mettre des têtes sur les joueurs du subtop français, et des voix aussi, et qu'on apprenne à les connaître, parce que forcément, quand on connaît pas les joueurs, on n'a pas envie de les suivre. Quand on connaît pas leur tête, quand on sait pas comment ils sont, leur attitude, ça donne pas forcément envie de suivre les bonhommes sur leurs autres tournois. Donc, c'était l'objectif, c'était de mettre un visage et des voix sur ces potentiels futurs joueurs qui pourraient faire notre scène française. En tout cas, c'est un merveilleux cap qui est pris ici par toi, et on espère bien sûr qu'il y a pas mal d'autres équipes, structures qui vont s'inspirer un petit peu de ce storytelling-là auquel le public s'accroche beaucoup. On souhaite bien sûr toute la réussite possible. Alors, cette histoire qui va se créer, qui est en train de se créer, elle se mêle bien sûr via ton profil, via ton historique avec les plus grands, certainement les inspirations des joueurs qu'aujourd'hui tu encadres. On a vu notamment NBK venir faire un petit peu le stratège au sein d'une de vos sessions. Est-ce que tu vas continuer justement à faire ce genre de parallèle-là avec, si on peut dire, ton réseau finalement mêlé à ton projet, et ainsi qu'à tes joueurs, qu'à tes chouchous? Ouais, avant NBK, on a eu la chance d'avoir aussi Xtaz et Apex de Vitality, donc c'était très très cool. Et il y a d'autres joueurs qui vont venir. On aura sûrement Kenny, Shox, qui vont venir dans les mois prochains. Donc ça aussi, c'est très cool. Aussi pour la communauté, parce que quand ces personnes-là viennent donner des conseils aux jeunes, finalement, ils donnent des conseils à tout le monde. Parce qu'il y a du monde qui suit ces streams et qui veulent comprendre leur façon de réfléchir sur Counter-Strike, comment ils voient le jeu. Donc, c'est très, très, très instructif. Même pour moi, honnêtement, j'ai appris des choses aussi. Donc, c'est vraiment très, très cool. Trop bien. Nathan, qu'on embrasse d'ailleurs, qui était passé dans l'émission il n'y a pas si longtemps. Bon, on parlait d'NBK, on parlait de Kenny. On vient d'apprendre le bench de RP4 chez Vitality, remplacé par Kyojin. Qu'est-ce que tu penses de ce changement? Ouais, ça me fait un petit pincement au cœur, parce qu'avec RP4, on a gagné notre première LAN ensemble en 2007. Donc ça remonte un petit peu. C'est beau. Mais, ouais. Et du coup, ça fait un pincement au cœur pour Cédric. Je sais pas ce qu'il va faire encore, s'il va aller chercher un autre projet ou s'il va s'arrêter là. Mais Kyojin, il fait partie de ces jeunes joueurs où tout le monde a un œil dessus depuis quelques mois. Je trouve que c'est un très gros pari pour Team Vitality, parce que l'année dernière, ils avaient intégré Mizuta, déjà qui avait très très peu d'expérience, et ça avait été beaucoup de travail. Et du coup, un an après, on se relance avec un très jeune joueur, et je pense que ça va être beaucoup de travail encore une fois pour toute l'équipe, et surtout pour Kyojin,
Donc, il va falloir avoir les épaules solides. J'espère qu'il les aura pour Vitality. Ouais, gros challenge, mais un challenge qui sera intéressant. En tout cas, KRL, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'émission. On te laisse le mot de la fin avant de te libérer. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut regarder les matchs de ton équipe? Vas-y, c'est ton moment. Tu peux dire ce que tu veux. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur KRL_stream, pour suivre tous les matchs de l'équipe et de suivre les matchs de Gen 1 et aussi l'actualité CS, parce que je fais beaucoup de talk autour de CS. Et voilà. Et nous sommes aussi à la recherche de partenaires pour Gen 1 pour faire grandir ces petits bouts. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous êtes les bienvenus. On vous le souhaite. On vous le souhaite vraiment. Soutenez ce projet. Vous avez tout. Vous avez les liens. On les remettra sur Twitter de toute façon. Merci encore d'être passé. C'était un vrai plaisir. Et tu reviens quand tu veux pour nous reparler de l'équipe, savoir comment tu vas. Ça marche. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bonne journée. Bientôt. Très bonne journée. Donne-nous des nouvelles. Bonne journée. Et allez-y, passez voir les matchs de Gen 1 à l'occasion. C'est un moyen de voir les matchs de CS d'une manière un petit peu différente de ce qu'on voit. Voilà, une belle expérience par rapport à ce qu'on voit en compétition habituellement. Hyper immersif. En tout cas, on reste sur les FPS ici, mais côté Battle Royale, avec le casse-tête du phénomène Warzone. C'est un sujet présenté par Stéphane Kochara et Pierre Aliosek. Alors qu'elle perdait en popularité depuis 2015 après l'enchaînement d'opus décevants, la franchise Call of Duty connaît un second souffle depuis 2020 et le lancement de Warzone. Le Battle Royale basé sur l'univers du reboot de Modern Warfare, le jeu le plus culte de la série, a remis Call of Duty au goût du jour malgré la concurrence de Fortnite et Apex Legends. Un succès presque inespéré pour une série qui avait du mal à se renouveler mais qui vient aussi avec son lot de problématiques. Le casse-tête du phénomène Warzone, c'est notre dossier de la semaine. Depuis sa sortie, Warzone est au cœur de différentes polémiques. Entre un équilibrage pas toujours aux petits soins, des correctifs qui se font trop attendre et la recrudescence de tricheurs, les développeurs semblent parfois dépassés par le succès du titre et les exigences des joueurs. Une situation qui dure et qui s'envenime au point qu'un hashtag #FixWarzone, traduisez réparer Warzone, soit relayé en masse sur les réseaux sociaux dans l'espoir de faire réagir l'éditeur. Un mouvement qui inquiète car c'est ce mécontentement général qui a conduit à la chute d'autres titres comme H1Z1 ou PUBG qui avaient eux aussi battu tous les records entre 2016 et 2018. Autre problématique majeure pour Activision, le succès de Warzone contraste avec les audiences de la Call of Duty League, le championnat e-sport officiel sur le jeu. Diffusés en exclusivité sur YouTube, les matchs peinent à réunir 60 000 spectateurs en simultané, là où Warzone est sur une moyenne supérieure à 100 000 à n'importe quel moment de la journée depuis son lancement. Le streamer américain Dr Disrespect exprimait des craintes il y a quelques semaines quant à l'impact négatif de Warzone sur le succès de Call of Duty Cold War, le terrain de jeu de la Code League. You know, usually when a new Call of Duty comes out, you sort of just transition to the next one, right? I mean, it's weird because it's not like it's a bad game or anything, you know? It's just not enough for me to leave Warzone. Plain and simple. That's what it is. The experience of Warzone in comparison to playing Cold War multiplayer, I get way more enjoyment playing this. And that's really all it is. It kind of puts the COD League in an interesting position in terms of viewership and momentum towards their game. Like, I mean, I think it's pretty important that whatever this change is for Warzone, that it does something to capture what Cold War is, so they could tie the two together, so that there's more cohesiveness there. But I don't know. Le multijoueur classique, payant, attire de moins en moins de joueurs, là où Warzone est gratuit et séduit. En réaction, Johanna Fariès, la commissaire des ligues Call of Duty et Overwatch, évoquait en janvier l'intention d'intégrer Warzone à la CDL. On a des plans pour ça et nous allons les annoncer dans les prochains mois. Nous avons travaillé sur du contenu Warzone avec nos joueurs professionnels la saison dernière, mais nous avons profité de l'intersaison pour penser plus grand et imaginer quelque chose de plus structuré. Il y aura des choses palpitantes qui arriveront dès cette saison. Malgré le succès de Warzone, les investisseurs de la Ligue continuent de voir la sortie d'un nouveau jeu Call of Duty chaque année d'un plutôt bon œil. Maintenant qu'on a Huntsman, non, je n'irai probablement pas en Overwatch League. On a Hector, on a Scump, il y a une histoire, le jeu se renouvelle chaque année. Aux États-Unis, c'est un phénomène culturel. Warzone ne remplacera pas la Call of Duty League et Activision pourrait bien développer à la fois le Battle Royale et ses jeux classiques en compétition. En tout cas, les franchises CDL se préparent et commencent déjà à recruter. C'est le cas des New York Subliners notamment, qui viennent de signer Aidan, le joueur qui a remporté le plus de cash prize sur Warzone à ce jour.
Et voilà donc Warzone qui pourrait bien se développer côté e-sport et c'est plutôt une excellente nouvelle vu le succès bien sûr du mode entre guillemets qui pour le coup est destiné à peut-être bien plus que cela. Laure, tu y étais bien sûr en live, tu as vu les joueurs, tu as vu l'ambiance, j'ai eu l'honneur de le commenter, c'est la finale historique du championnat européen de League of Legends. On regarde notre petit sujet des news e-sport bien sûr et on revient pour le débrief de ce match exceptionnel en plateau, à tout de suite. C'est le retour des news e-sport et vu la sauce qu'on a pris contre l'Espagne dans le match amical entre nos deux pays sur League of Legends, on va se concentrer sur les finales du vrai championnat d'Europe, le LEC. Il fallait un véritable exploit pour que les Rogues, l'équipe du français Steven Lee et Vansama accèdent à la finale. Il fallait passer un mur, celui des Galactiques de G2, l'équipe la plus impressionnante jamais formée dans le League of Legends européen. Même s'il montrait des signes de faiblesse depuis le début des playoffs, dos au mur, G2 reste un géant. L'histoire ne donnait pas non plus de motif d'espoir aux Rogues, car jamais une finale de championnat d'Europe ne s'était disputée sans Fnatic ou sans G2. C'est donc pour écrire l'histoire que Hans et ses coéquipiers sont montés sur scène samedi dernier. Plus appliqué, plus rigoureux, Rogue démarre très bien la première manche, mais G2 domine les teamfights, reprend le contrôle et réussit à renverser la vapeur. Puis plus rien. G2 s'éteint, ses individualités sont méconnaissables, le collectif est en panne. Sans plan de jeu convaincant, les champions d'Europe sont dominés par des Rogues qui capitalisent sur les erreurs et ne concèdent pas grand-chose. L'incompréhension dure 3 games, ce qu'il fallait à Rogue pour créer l'exploit, remporter le match et accéder à la finale. Le lendemain contre Mad Lions, Rogue réitère, mais la pression en face de lane et capitalise derrière. Le réveil des Lions n'intervient qu'après la 20e minute de la deuxième game. Le club espagnol sort les crocs en teamfight et peut revenir au score. C'était sans compter sur un magnifique engagement du Polonais Inspired qui permet à Rogue de prendre le dernier dragon et de plier la game. Rogue mène alors 2-0 et n'est qu'à une victoire d'être sacré champion d'Europe. Le début de ce qui aurait dû être la dernière partie ressemble aux autres. Rogue est dans le coup dans les 30 premières minutes mais finit par craquer. Rate ses teamfights permet aux Mad Lions de prendre un précieux point et de sortir la tête de l'eau alors que leur destin semblait scellé. Le top laner Armut l'annonce à ce moment-là, ce sera 3-2. Il a fallu moins de 25 minutes au Lion pour plier la 4e manche et revenir à égalité dans cette finale. Encore une fois, Rogue domine dans l'entame de la game décisive mais pêche en teamfight. Mad Lions résiste jusqu'à un dernier combat où le Tchèque humanoïde provoque le destin, l'avancée des siens vers le Nexus adverse et le trophée tant convoité. Alors que l'on assiste au sacre de ceux que l'on appelle un peu précipitamment les nouveaux rois d'Europe, Steven a la tête dans les mains face à ses vieux démons. La défaite contre G2 devant son public à Bercy dans cette même finale en 2017, le jour de ses 18 ans. L'exploit manqué d'un cheveu contre les champions du monde SKT aux mondiaux la même année, la traversée du désert qui s'en est suivie. Aujourd'hui, à 21 ans, impeccable individuellement, ce n'était pas encore son moment. Super résumé hein, par Stéphane Kochara. Ça sera son heure à Steven. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire vraiment. C'était un petit mot sur cette finale de votre côté. Eh bien, on l'a vécu, bien sûr. On l'a vécu avec beaucoup d'intensité. Quand même 2-0. Voilà, les Rogues qui menaient totalement les débats jusqu'à ce qu'il y ait voilà, une véritable étincelle qui vienne enflammer les Mad Lions, certainement en provenance voilà, de ce top laner turc à succès, Armut, qui voilà, l'a annoncé, le 3-2. Voilà, il faut en avoir hein, vraiment de l'audace pour annoncer ce genre de choses. Et ça s'est réalisé. Pour Steven, bien sûr, Stéphane l'a très bien dit, un énorme palmarès déjà pour ce joueur. Il manque la couronne, mais très honnêtement, dans cette finale, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas du tout biaisé, il a été véritablement au-dessus. Il est à son prime, sans jeu de mots bien sûr. Il est véritablement au top du top, peut-être même le meilleur à son poste en Europe. Je suis d'accord. Il y a une très sérieuse concurrence avec Reckless, en tout cas, ce qui est quelque chose auquel il tient énormément. Victoire au mental, donc du côté de Berlin, il y avait énormément d'émotions de tous les côtés, que ce soit à la fin pour Rogue, à la fin pour Mad Lions, parce que évidemment une équipe aussi jeune qui arrive à performer, personne ne s'y attendait. Du côté de G2 aussi, grosse désillusion pour cette équipe qui était quand même censée être bâtie pour affronter, pour prendre les plus grandes équipes en championnat du monde.
G2 qui s'arrête de manière un petit peu prématurée ici. On n'aura pas de G2 au MSI, on n'aura pas de Reckless au MSI, mais on a un nouveau nom qui est sur le mur du LEC. C'est celui des Mad Lions, c'est donc nos champions du printemps. Et on les retrouvera au MSI face aux plus grandes équipes internationales d'ici quelques semaines. Ça va être véritablement passionnant à suivre. Et puisque bien sûr on est dans les jeux Riot Games, on termine avec la victoire évidemment dans d'autres ligues. La victoire 3-0 des champions du monde Damwon qui a contre Generation Gaming lors des playoffs bien sûr sud-coréens, donc les playoffs de la LCK. Et la Corée bien sûr aussi à l'honneur sur Teamfight Tactics, avec la victoire de Jaywalking lors des Worlds de TFT, donc, devant le français Zico, ou Zico, navré si j'ai mal prononcé, bien entendu, deuxième, et bien d'autres excellentes performances françaises que nous saluons, bien sûr, dans leur intégralité. Absolument. Et d'autres performances françaises qu'on va suivre cette semaine avec le début des European Masters qu'on retrouvera sur ETP. Vous ne voulez pas manquer ça, on vous en parlera la semaine prochaine de toute façon. En tout cas, on vous fait des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Twixou, très content de te retrouver une fois de plus, et à très bientôt.